Bonjour et bienvenue dans les 4V, François Molins. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin car vous avez publié ce livre il y a quelques jours, Au nom du peuple français, qui est un formidable récit de votre vie de magistrat. Alors c'est vrai qu'on vous connaît de la période des attentats entre guillemets, mais vous racontez aussi dans ce livre le quotidien de vos 46 ans de carrière, 46 ans avec la même passion, écrivez-vous, passés dans des postes bien différents. Ce livre commence par un réquisitoire et je vais vous lire. Une large majorité de Français estime à juste titre que la justice fonctionne mal, qu'elle est trop lente, trop complexe, trop lointaine et trop laxiste, et vous employez même le mot de défiance. Alors ma première question, elle est assez simple. Le citoyen François Molins a-t-il aujourd'hui confiance dans la justice de son pays, comme on dit, ou est-ce qu'il redouterait d'avoir affaire à elle ? J'ai confiance parce que je suis et j'ai toujours été un éternel optimiste et puis que je crois en la justice de mon pays. J'évoque plusieurs affaires dans ce livre qui montrent que dès lors que la justice a les moyens de bien travailler, elle peut travailler très bien. Donc, moi, je crois à la justice de mon pays. C'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que j'ai voulu rappeler que la justice, elle était rendue au nom du peuple français. Ouais. C'est ça qui fonde sa légitimité. Et cette justice, on s'aperçoit qu'elle est humaine, parfois terriblement humaine. Elle est aussi faite de personnages. C'est ainsi que, alors que vous venez d'être nommé procureur de Montbrison en 1986, je vous vois déjà sourire, parce que vous me voyez venir, vous faites la connaissance de Morpion Valseur et de ses drôles de méthodes. Présentez-nous rapidement Morpion Valseur. C'est un président qui n'est plus de ce monde depuis bien longtemps, sinon j'aurais jamais raconté ça, qui avait été intégré après avoir exercé une carrière judiciaire dans le Sud pendant quelques années, qui n'était pas passé par l'école de la magistrature et qui avait, disons, une vue assez simpliste et confortable de sa fonction, puisqu'en réalité, pour se faire aider, il obligeait les avocats qui déposaient des conclusions à y joindre un projet de jugement. Donc, en fait, dans un dossier civil... il dealait le jugement avec les avocats. Il choisissait le projet de jugement qui l'intéressait et du coup, ça lui donnait beaucoup moins de travail qu'un juge normal qui va consulter les écritures des avocats et écrire sa décision tout seul. Alors, je raconte cette histoire, je vous la fais raconter parce que le facteur humain, il compte énormément à tous les niveaux, à tous les degrés, y compris pour vous. Et être magistrat, c'est un sacerdoce pour l'entourage, on le voit dans le bouquin. Vous parlez beaucoup de Jacqueline, votre épouse, qui vous rendait un hommage appuyé. Vos enfants aussi, lors de votre passage en Corse, vous avez eu à gérer, entre autres, la catastrophe de Furiani en 92. Votre fils, un de vos fils, se fait racketter, il déprime et il finit par devoir rentrer seul sur le continent. La Corse, c'est pas un très bon souvenir pour vous. Si, quand même. Si, ça reste un bon souvenir. La preuve, d'ailleurs, c'est que j'ai 3 enfants. Il y en a un qui n'a pas très bien réagi et les 2 autres très bien. Ils se sont très bien adaptés à la société corse. Au final, à l'époque, tout le monde rentre sur le continent et vous finissez 3 mois dans un couvent à Herbalouga. Mais ça serait à refaire. Je referai l'expérience corse parce que j'ai appris énormément. C'est un très beau pays. C'est une société avec des vraies valeurs. Et ça m'a beaucoup appris ce séjour en Corse pendant 2 ans et demi. Évidemment, François Molins, vous revenez longuement dans ce livre sur les affaires de terrorisme qui ne datent pas de 2015, on l'oublie souvent. Vous revenez notamment sur le précédent Khaled Kelkal, du nom de ce terroriste, Khaled Kelkal, impliqué notamment dans les attentats du RER Saint-Michel. C'était en 95, 25 juillet 95 à Paris, ça avait fait 8 morts. Et vous dites, on met du temps à comprendre. Vous écrivez... C'est Mera en 2012 qui commence à nous ouvrir les yeux. Ces attaques terroristes nous font perdre notre naïveté. Elles font figure d'électrochoc. Ça veut dire quoi, perdre notre naïveté ? Qu'est-ce qu'on n'avait pas senti au moment de Kelkal ? C'est effectivement en général plus facile de comprendre l'évolution des choses après coup parce qu'effectivement on dispose de la bonne grille de lecture. Et c'est vrai effectivement que Kelkal, c'est le signe avant-coureur effectivement de la radicalisation dans les banlieues, lié souvent à des défauts d'intégration et à des problèmes d'intégration. Mais on a perdu du temps dans ces années-là ? Par naïveté, comme disent certains. Moi, je pense qu'on l'a peut-être pas vu suffisamment venir. Mais effectivement, après coup, c'est facile de dire ce que je dis aujourd'hui. Effectivement, c'est pour ça que dans le livre, je dis que Mera, en fait, nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur l'ampleur du phénomène et puis la façon avec laquelle il fallait traiter ces djihadistes lorsqu'ils commettaient des attentats. Mohamed Mera, c'est 2012. Vous en parlez et on vous voit souvent, vous, les hommes de loi, les hommes de justice et les femmes de justice, comme dénués d'émotion. Et pourtant, cette émotion, elle compte. Ça nous ramène à Mera. Vous l'assumez d'ailleurs. Vous racontez l'horreur de la GoPro, la caméra qu'il avait, qui a fixé l'exécution
et qui a filmé l'exécution des enfants de l'école Ozar Hatorah à Toulouse. Celle de l'arrivée, aussi votre émotion dans les locaux de Charlie Hebdo. Là, on est le 7 janvier 2015. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. Et vous racontez aussi le vendredi 13 novembre, et notamment le Bataclan. Et là encore, je vais prendre quelques secondes pour vous lire. Dans la moiteur de la fosse, au pied de la Seine, des dizaines de corps sont entremêlés, dont s'échappe l'odeur âcre du sang. En balayant la salle, mon regard se pose sur une femme d'une 50aine d'années, probablement, les cheveux gris cendrés, coupe au carré, sa tête repose sur son sac, son téléphone portable sonne sans discontinuer. Pourquoi suis-je rentré à 3 reprises à l'intérieur du Bataclan ? Je me suis longtemps demandé. Je pense qu'au fond de moi, j'étais révolté et ne parvenais pas à croire ou refusais de croire ce que j'avais vu. Qu'est-ce que vous en faites, vous, le procureur de l'émotion de l'homme ? L'émotion, elle est là en permanence. C'est aussi pour ça que je ne l'avais jamais fait. J'ai voulu me livrer et raconter un peu plus de moi-même dans ce livre. Et effectivement, l'émotion, c'est beaucoup de moi-même. Le défi, par contre, pour un magistrat, c'est que quand vous l'avez, cette émotion, aussi énorme qu'elle soit, il faut la gérer. Il faut la gérer parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne polluer et interférer sur la rigueur de la décision. En même temps, il ne faut pas l'effacer non plus. Mais il ne faut pas l'effacer non plus, il faut l'accepter. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice. Mais je peux vous assurer que l'émotion, elle est là. Et quand je revois ces conférences de presse que j'ai revues à l'occasion de plusieurs interviews récemment, le phrasé est là, il est rigoureux et tout, mais l'émotion, elle est présente. C'est vrai que nous, de l'autre côté de l'écran, on disait mais il est froid, il est clinique, mais en fait pas du tout. Vous racontez comment vous viviez ça, comment vous prépariez ces conférences de presse, et c'était des moments humainement émouvants. Émotion, insidération. Et preuve que tout ça est complexe, vous écrivez plus loin dans le livre à propos d'une autre affaire, l'affaire Sarah Halimi, l'émotion et le droit ne se rejoignent pas forcément. Donc tout ça est évidemment compliqué. Il y a aussi beaucoup à dire sur votre passage comme procureur à Bobigny en Seine-Saint-Denis, dans ce département monde, comme vous l'appelez, dans lequel se côtoient 135 nationalités. On passe sur l'état de délabrement, infiltration, chute de fenêtres, il pleut dans certaines salles d'audience. Il y a même des infiltrations de produits alimentaires dans un bureau situé sous le restaurant administratif. Et quand vous y débarquez, vous, en octobre 2004, vous découvrez qu'il y a eu 70 000 procédures qui ont été tout simplement oubliées, mises de côté. Est-ce que ça peut encore être la justice d'aujourd'hui ? On est 20 ans plus tard. Non, mais ça ne peut pas être pas plus la justice qu'aujourd'hui, que la justice d'hier. C'est des choses qui sont pas admissibles. Et qui c'était une réalité. Mais c'était une réalité avec laquelle on a vécu pendant quelques années avec le président du tribunal de l'époque. Non, c'est pas admissible. Mais ça renvoie à la fois à des problèmes de moyens et des problèmes d'organisation. Mais c'est pas admissible. Et c'est contre ça qu'on a essayé de lutter dans ce parquet qui a constitué une véritable aventure, aussi bien sur que le plan vous avez humain aimé que professionnel. passionnément, votre aventure à Bobigny. Et je suis resté très attaché à la Seine-Saint-Denis. Moi. Il y a déjà à l'époque beaucoup question de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Et c'est vous qui allez sur les conseils d'une femme formidable qui s'appelle Ernestine Ronnet mettre en place de manière expérimentale le téléphone grave danger qui a été généralisé aujourd'hui. Vous dites à quel point la prise en compte de la parole des femmes est fondamentale et à quel point, et là je vous lis, le poids de l'opinion a joué un rôle déterminant dans l'accompagnement du mouvement de libération de la parole des femmes. Mais vous écrivez aussi que le corollaire de ce déferlement d'accusations avec le mouvement MeToo touche aussi à l'un des fondements de notre justice, la présomption d'innocence foulée aux pieds par le tribunal médiatique et populaire. Mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour faire vraiment avancer les choses et les mentalités ? Oui, je pense qu'il faut essayer peut-être davantage de concilier les deux. Je pense que la présomption d'innocence doit être respectée parce que elle existe et qu'effectivement on vit dans un état de droit, mais il ne faut pas non plus que la présomption d'innocence vienne constituer un mépris de la parole des femmes et un déni de leur parole. Il faut essayer de concilier les deux. Je pense qu'il faut... l'enceinte judiciaire doit être le lieu où va se décider la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un qui est accusé. Ça, c'est normal, c'est indispensable, mais il faut aussi qu'on arrive à progresser pour toujours mieux prendre en considération la parole des femmes lorsqu'elles viennent dénoncer ce type d'infraction. Et c'est un peu le défi d'une justice qui progresse, qui avance, qui soit mieux formée, mieux structurée. Et ce défi, je pense qu'il faut vraiment qu'on le relève dans les années qui viennent. Est-ce que les médias font correctement leur boulot ? Vous, le regard de l'homme de justice, ou est-ce qu'on en fait trop, qu'on n'est pas dans le bon tempo, qu'on fait avancer les choses ? Comment vous regardez ? Comment vous nous regardez ? Ça dépend. Soyez honnête. C'est comme dans la justice, c'est comme pour les magistrats, comme pour les avocats, c'est pareil pour les journalistes. Il y en a qui ont, j'allais dire, une véritable éthique dans l'information qu'ils vont délivrer.
Et puis, il y en a qui sont peut-être des fois trop à la recherche du buzz et du scoop médiatique. Voilà, mais moi, je considère que la presse, elle est indispensable à l'office de la démocratie, de plus en plus aujourd'hui. Vous mettez aussi un orteil en politique en passant 2 ans et demi dans des cabinets ministériels, ceux de Michel Alliot-Marie, puis de Michel Mercier. Vous avez à voir de près ou de loin avec les affaires Big Malion, Sarkozy, Cahuzac, Tapi, Benalla. Ma dernière question va concerner, vous n'allez pas être surpris, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Beaucoup vous ont soupçonné de vouloir vous taper Éric Dupond-Moretti en le menant jusqu'à la Cour de justice de la République. Dans ce livre, vous le niez farouchement. C'est des propos d'avocat ou les yeux dans les yeux? C'est vraiment ce qui a été votre travail? Les yeux dans les yeux, c'est pas une affaire personnelle. J'ai fait mon travail. Et ce que j'ai fait en poursuivant M. Dupond-Moretti, je l'ai fait parce que la loi m'obligeait à le faire. Je rappelle que la commission des requêtes de la Cour de justice avait donné un avis favorable aux poursuites et n'importe quel procureur général aurait fait comme moi parce qu'il était obligé de le faire. Pourquoi il est persuadé de l'inverse alors, Dupond-Moretti? Vous l'avez appelé? Non, je ne vais pas l'appeler. On n'est pas, j'allais dire, dans une enceinte sportive, on n'a pas à se féliciter ou à s'excuser parce que quelqu'un a été condamné ou relaxé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez fait votre job, point barre. Moi, j'ai fait mon job. Merci beaucoup. Dans ce livre, vous nous prouvez aussi que l'on peut aimer à la fois le Beaujolais nouveau et la montagne. C'est plein de vie, c'est plein de la vôtre, plein des nôtres aussi de vie. Ça s'appelle donc Au nom du peuple français. C'est signé François Bollins, écrit avec Chloé Triomphe et ça vient de sortir chez Flammarion. Merci d'être venu nous voir ce matin et bonne journée à vous. Merci.